Docteur Nahal, vous avez 20 minutes qui seront suivies de 5 minutes de discussion, c'est-à-dire 2 à 3 questions par présentation. Ah non, dès que tu arrives à 20 minutes, il y a l'écran qui va s'éteindre. Azol, salam alaikum, bonjour tout le monde. Merci à vous d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux pour honorer de votre présence cette journée scientifique qui, j'espère, sera fructueuse pour tout le monde. Et sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui va porter sur le syndrome obésité-hypoventilation. Il y a beaucoup de slides, mais bon, on va essayer de faire le maximum pour réduire le nombre de slides. Alors, le plan de la présentation, sans plus tarder, et puis on va aller directement, en commençant par ce qu'on appelle l'historique du syndrome d'obésité-hypoventilation, en évoquant 2 dates qui ont jalonné l'histoire du syndrome d'obésité-hypoventilation. La première date, c'est 1837. À cette date précise, un nouvelliste british, Charles Dickens, dans son livre « Les papiers posthumes du Pickwick Club », il a évoqué, il a dépeint un garçon couché qui s'appelle Joe, qui était goinfre, boulimique, qui mangeait énormément, qui était gros obèse et qui dormait dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment, des fois en mâchonnant une bouchée de viande sans la déglutir, pour la reprendre ultérieurement lorsqu'il se réveille. Et puis vous avez, pratiquement un siècle après, ou un peu plus d'un siècle, vous avez ce case report paru dans l'American Journal of Medicine en 1956 par Bickelman, où il a décrit le cas d'un dirigeant d'entreprise de 51 ans, et vous allez voir que l'âge de prédilection de la survenue du SARS, ou du moins du diagnostic, c'est 50-60 ans, parce que le diagnostic est souvent tardif avec une errance diagnostique. Et c'est un féru de poker, il n'aimait pas perdre. Et puis pour une fois qu'il a une main d'or, c'est-à-dire il a eu 3 as et 2 rois, eh ben, il n'a pas pu profiter pleinement de cette opportunité, tout simplement parce qu'il a piqué un somme, il était dans les bras de Morphée. Il a dû se mordre les doigts parce qu'il a perdu la partie. Alors, la définition, tout le monde la connaît, on va juste la reprendre. Elle émane bien sûr de l'International Classification of Sleep Disorder, 3e édition. Et le syndrome d'obésité-hypoventilation, c'est un ensemble de signes. C'est la conjonction d'une hypercapnie diurne survenant, plutôt d'une hypercapnie diurne survenant à l'état d'éveil, qui définit ou qui représente ce qu'on appelle une hypoventilation alvéolaire qui se présente chez un sujet obèse, généralement une obésité morbide le plus souvent, et c'est une obésité androïde et non pas gynoïde. C'est une obésité centrale, viscérale, qui est à l'origine, bien sûr, de cette pathologie. Et enfin, il faut éliminer toutes les autres causes, à la fois neurologiques, respiratoires et mécaniques, qui pourraient, le cas échéant, générer une hypoventilation alvéolaire. Donc, le diagnostic de syndrome d'obésité-hypoventilation est un diagnostic d'exclusion. Alors, voilà les différents diagnostics différentiels qu'il faut avoir en tête et qu'il faut passer en revue devant une suspicion de syndrome d'obésité-hypoventilation. Vous avez bien sûr les causes médicamenteuses et toxiques, notamment la prise de sédatifs benzodiazépiniques, d'hypnotiques, d'alcool. Vous avez ce qu'on appelle l'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale, c'est ce qu'on appelle la maladie d'Ondine ou le syndrome d'Ondine qui touche les tout petits. Vous avez ce qu'on appelle les pathologies neurodégénératives, notamment avec la sclérose latérale amyotrophique et la maladie de Duchenne. Et on peut ajouter d'autres pathologies neurologiques, la paralysie phrénique. Et vous savez que maintenant, notre ami ici présent
qui a ouvert la porte de l'échographie à la pneumologie en Algérie. Vous savez qu'à partir d'une sonde et d'un échographe, on peut dépister et faire le diagnostic d'une paralysie phrénique sans aller vers d'autres examens plus pointus. Vous avez les pathologies centrales, notamment l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, les pathologies thyroïdiennes avec l'hypothyroïdie sévère qui n'a pas été traitée, qui est méconnue, et vous avez les troubles électrolytiques, notamment l'hypomagnésémie et l'hypermagnésémie, l'hypokaliémie, l'hypocalcémie, l'hypophosphatémie qui pourraient, quand ces troubles sont sévères, générer une hypoventilation. Et enfin, vous avez la rigidité de la cage thoracique avec notamment les désordres de la cage thoracique, avec en priorité ce qu'on appelle la kyphoscoliose sévère, les pathologies pulmonaires, et on évoque les PID, les pneumopathies interstitielles diffuses sévères, et enfin vous avez la BPCO et toutes les pathologies qui s'expriment par un trouble ventilatoire obstructif sévère, y compris les bronchiolites chez l'adulte. Alors, qu'en est-il du syndrome, ou bien qu'en est-il de l'apnée obstructive du sommeil? Eh bien, on s'est rendu compte que pratiquement 90% des syndromes d'obésité et hypoventilation sont compliqués, entre guillemets bien sûr, par des apnées obstructives du sommeil. Seuls 10% échappent à cette définition. Généralement, les 10% restants vont faire ce qu'on appelle une hypoventilation centrale, et on va la définir tout à l'heure et montrer le mécanisme de cette hypoventilation centrale. Et enfin, vous avez, parmi les sujets qui ont un syndrome d'apnée obstructif du sommeil, 70% ont un syndrome sévère. Alors, l'épidémio, malheureusement, il n'y a pas de prévalence, parce qu'on ne connaît pas la prévalence exacte du syndrome d'obésité-hypoventilation, parce qu'il n'y a pas eu d'études en population. On a quelques bribes de prévalence. La prévalence, par exemple, qui intéresse les patients obèses qui ont été référés à un centre de sommeil pour une évaluation des troubles respiratoires du sommeil, on a retrouvé parmi ces obèses 8 à 20% de syndrome d'obésité-hypoventilation. Et puis vous avez le dernier rapport du CDC, le Center for Disease Control and Prevention, aux États-Unis. Ils ont fait une estimation. Alors, aux États-Unis, parmi la population américaine, il y a 7,6% d'obèses morbides, d'obèses sévères. Parmi ces 7,6% d'obèses morbides, 50% ont un certain degré d'apnée obstructive du sommeil, ce qui va nous amener à peu près 10% de SOH, de syndrome d'obésité-hypoventilation. Et la prévalence a été estimée, en faisant des calculs, aux États-Unis, bien sûr, en population globale et générale, à 0,4%. Mais ceci ne peut pas être télescopé, plutôt, ne traduit pas, cette prévalence n'est pas la même chez nous parce qu'on a moins d'obèses et moins d'obèses morbides. Voilà rapidement pour ce qui est de l'épidémiologie. On va ajouter le fait que le syndrome d'obésité et hypoventilation survient à tout âge, mais généralement, le diagnostic est tardif parce qu'il y a une errance diagnostique. Généralement, les malades sont diagnostiqués entre 50 et 60 ans. Généralement, quand ils sont diagnostiqués à cet âge, ils ont déjà des comorbidités sévères qui vont impacter la qualité de vie. Il y a une prédominance féminine, notamment la femme en périménopause, mais la femme jeune, généralement, la prévalence est la même que pour l'homme. Et enfin, bien sûr, la prévalence de l'obésité-hypoventilation évolue, se majore, grimpe avec le degré d'obésité. Plus on prend du poids, plus le risque de développer un syndrome d'obésité-hypoventilation augmente. Alors, la physiopathologie, c'est le gros morceau. On va essayer de clarifier ce pourquoi certains obèses, même morbides, ne font pas de syndrome d'obésité-hypoventilation et pourquoi d'autres obèses font un syndrome d'obésité-hypoventilation. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas n'importe quel obèse qui développe un syndrome d'obésité-hypoventilation. Il y a une prédisposition et on va voir cette prédisposition. Alors, l'hypoventilation alvéolaire chronique, bien sûr, diurne, chez le sujet
obèse, porteur d'un syndrome d'obésité hypoventilation, elle a de multiples mécanismes. Plusieurs mécanismes vont concourir pour asseoir cet état morbide. Le premier mécanisme, c'est l'altération de ce qu'on appelle la commande ventilatoire, le drive, pour les anglo-saxons. Et là, les anglo-saxons, ils ont utilisé un terme, want breath, c'est-à-dire ne veut pas respirer. Vous avez les troubles respiratoires au cours du sommeil, notamment les apnées obstructives du sommeil. On avait vu que c'est des apnées sévères qui durent longtemps. Vous avez les modifications mécaniques ventilatoires liées à l'obésité, donc les contraintes mécaniques imposées par l'obésité tronculaire sur la mobilisation de la cage thoracique et le jeu diaphragmatique. Et ça va générer un déficit ventilatoire restrictif. Et ça va entraîner, bien sûr, une augmentation, une majoration de ce qu'on appelle le coût du travail. L'obèse fait beaucoup d'efforts pour respirer. Donc, il y a un excès de travail, et cet excès de travail va entraîner une dépense d'énergie, d'oxygène, et il va accumuler du CO2. Alors, on va commencer par les apnées obstructives du sommeil. Alors, l'obèse, il a deux raisons pour développer des apnées obstructives du sommeil. La première raison, bien sûr, c'est l'accumulation de graisse au niveau oropharyngé et au niveau cervical. Et cette accumulation de graisse va modifier la configuration et la conformation de la filière pharyngée. Et de ce fait, elle va affaiblir les muscles dilatateurs du pharynx, en l'occurrence le génioglosse, qui a tendance à rigidifier le pharynx à l'inspiration pour empêcher le collapsus. Et de l'autre côté, ce dépôt de graisse va modifier la collapsibilité du pharynx. Donc, c'est un pharynx qui est étroit, du fait de dépôt de graisse, qui est déformé et dont la collapsibilité est exagérée. In fine, on aboutit bien sûr à un collapsus pharyngé, le pharynx mou, qui aboutit bien sûr à l'arrêt respiratoire et à l'apnée obstructive. Alors, deuxième mécanisme, celui-là, ces deux chercheurs, ils ont accouché d'une hypothèse qui s'est vérifiée, bien sûr, le rôle of nocturnal rostral fluid shift in the pathogenesis of obstructive and central sleep apnea. L'obèse, il fait de la rétention hydrique. Il absorbe beaucoup d'eau, il fait de la rétention hydrique, donc souvent il a des œdèmes des membres inférieurs, et l'obèse, il est sujet à faire de l'HTAP, et cet HTAP peut entraîner ce qu'on appelle une défaillance cardiaque droite. Pour ces deux raisons, l'obèse va retenir les sécrétions, plutôt les fluides, retenir le liquide. Et l'obèse, tant qu'il est debout, le liquide est en bas, mais lorsqu'il s'allonge pour dormir, le liquide va s'étaler. Donc, c'est ce qu'on appelle une distribution rostrale du pied vers la tête des fluides. Et ces fluides qui vont se distribuer d'une manière rostrale vont bien sûr empâter, boursoufler, épaissir la filière pharyngée et entraîner une collapsibilité accrue du pharynx. Voilà les deux mécanismes qui concourent au fait que l'obèse est sujet à faire des apnées obstructives du sommeil. Ça, c'est l'explication, c'est un peu plus détaillé. Alors, troisième problème, c'est que malheureusement, quand on fait des apnées du sommeil, il y a des apnées, là, c'est des cycles, bien sûr. Vous avez un premier cycle avec une hypopnée et ce qu'on appelle une reprise ventilatoire ou une hyperpnée inter-event, c'est-à-dire entre deux événements. Et lorsqu'on fait, par exemple, une hypopnée, l'accumulation de CO2, puisqu'on ne va pas respirer, donc on va accumuler du CO2, elle n'est pas importante. Et la reprise ventilatoire et l'hyperpnée inter-événement, elle va réussir à expurger et à évacuer ce CO2 qui a été retenu pendant l'hypopnée. Malheureusement, quand il s'agit d'une apnée, les apnées chez le sujet qui a un syndrome d'obésité hypoventilation, c'est des apnées sévères qui vont durer très longtemps. Et lorsque l'apnée dure 3 fois la durée de l'hyperpnée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'hyperpnée qui va suivre l'apnée, c'est ce qu'on appelle la reprise ventilatoire, n'est pas à même d'expurger la totalité du CO2. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a rétention de CO2. Et à force de faire des apnées sévères prolongées, eh bien,
le CO2 dans le sang, il va aller crescendo augmenter. Et malheureusement, ce CO2 qui va s'accumuler va générer ce qu'on appelle une réabsorption par le rein de bicarbonate. Et le taux de bicarbonate va aller crescendo pour essayer de tamponner l'acidité et de normaliser le pH. Malheureusement, ce taux de bicarbonate qui va s'accumuler va avoir une excrétion très lente. Il va mettre beaucoup plus de temps au cours de la journée pour être expurgé. Et tant que le taux de bicarbonate est élevé, eh ben, il n'y a pas d'hyperpnée, il n'y a pas de réponse ventilatoire et on est dans l'hypercapnie diurne. C'est ce qu'on appelle un spillover, c'est-à-dire l'hypercapnie du soir, de la nuit, va déborder sur le jour parce que l'élimination des bicarbonates est très lente et de ce fait, elle n'entraîne pas une stimulation de la fonction ventilatoire. Alors, deuxième mécanisme, c'est bien sûr la mécanique ventilatoire qui en pâtit du fait de la rétention ou de la disposition et de la graisse au niveau thoracique. Donc, le thorax, il est engainé, il est enfoui dans une gangue de graisse, donc ça impacte la mécanique. L'abdomen, il est saturé de graisse, qu'on appelle l'obésité viscérale, et ça va entraîner une hyperpression qui va soulever le diaphragme, et le diaphragme va avoir une courbure inadaptée pour entraîner une inspiration efficiente et une contraction efficiente. Et puis, vous avez le diaphragme aussi qui est imprégné de graisse, donc la graisse intra-abdominale, la graisse diaphragmatique, la graisse thoracique va générer bien sûr un impact sur la cage thoracique et in fine, on aboutit à un syndrome restrictif avec une CRF qui est basse et un VRE qui est encore plus effondré que la CRF. Et lorsque la CRF est basse et le VRE, le volume de réserve expiratoire est bas, eh ben, l'impact il est au niveau des bases, ça va entraîner une déformation des petites voies aériennes, un rétrécissement des petites voies aériennes. C'est pour cela que l'obèse siffle. Et puis, ce rétrécissement va aboutir à un collapsus prématuré des petites voies aériennes, à même de générer des atélectasies discoïdes planes, qu'on appelle des atélectasies plurilobulaires, dont l'impact il est gazométrique. On aura une inadéquation ventilation-perfusion avec in fine une hypercapnie. Alors, en plus de cette mécanique ventilatoire qui est perturbée, malheureusement, le muscle diaphragmatique, il est, de par sa déformation, de par son ascension, il perd de sa vigueur, il n'est plus apte à générer une contraction efficiente, donc il est moins efficient que d'habitude, ce qui va encore impacter la mécanique respiratoire. Alors, pour résumer un peu, il vous reste 5 minutes. Bon, au moins, je termine la physiopathe. Au moins. Alors, pour résumer, bien sûr, donc, l'altération de la mécanique ventilatoire avec la diminution de compliation thoracique, l'augmentation des résistances des voies aériennes supérieures, la diminution de la CRF et du VRE, ajoutée à la fatigue musculaire, notamment diaphragmatique, va aboutir à une majoration du coût de travail respiratoire. Et cette majoration du coût, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Une hypoxémie et une hypercapnie, c'est-à-dire une hypoventilation alvéolaire. Rapidement. Alors, qu'en est-il du REM? Rapid Eye Movement. C'est ce qu'on appelle le Rapid Eye Movement Sleep, REM Sleep, c'est-à-dire le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il est dit paradoxal parce qu'il y a une discordance entre une activité cérébrale qui plaide en faveur d'un sujet éveillé, alors que le malade dort, et une atonie posturale musculaire du corps entier. Tous les muscles du corps entier sont en atone, excepté le diaphragme, qui continue à fonctionner. Mais n'oublions pas que pour respirer, on a besoin des muscles accessoires, des muscles accessoires respiratoires, et on a besoin du diaphragme. Malheureusement, au cours du REM, regardez les yeux, comment ils bougent, Rapid Eye Movement, les globes oculaires vont bouger d'une manière saccadée de droite à gauche, c'est comme ça qu'on reconnaît le REM sleep. Donc, au cours du REM,
atonie musculaire posturale de tous les muscles du corps humain, excepté le diaphragme. Donc, on a besoin du diaphragme et de la commande centrale ventilatoire pour faire fonctionner le système respiratoire. Malheureusement, la commande est émoussée et le diaphragme, de par son ascension et sa déformation et sa faiblesse, ne peut plus assurer une contraction efficiente et une ventilation efficiente. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une hypoventilation centrale qui va s'ajouter à l'hypoventilation en rapport avec les apnées obstructives du sommeil. Alors, regardez. Vous avez vu? Ça, c'est un petit animal, un rongeur qui dormait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Il arrive en REM, il tombe, parce qu'il y a une résolution musculaire et une paralysie musculaire du corps entier. OK? Rapidement. Alors, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'émoussement, de ce qu'on appelle le drive respiratoire, la commande respiratoire. Elle est émoussée chez le sujet qui a un syndrome d'obésité hypoventilation. Alors, rapidement, juste pour un petit refresh, vous avez bien sûr la commande ventilatoire, elle prend naissance au niveau du tronc cérébral, au niveau de 2 générateurs couplés, et puis vous avez des interneurones qui vont donner l'instruction aux muscles respiratoires de se contracter. Et bien sûr, il y a les mécanorécepteurs et les chémorécepteurs qui vont ramener l'information au tronc cérébral pour bien sûr renseigner le système ventilatoire sur son état d'activation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chez le sujet qui a un syndrome d'obésité hypoventilation, la commande centrale est émoussée, elle est dysfonctionnelle. Ça veut dire que quand on a une hypercapnie, normalement, le sujet obèse il doit hyperventiler pour corriger l'hypercapnie, lorsque la commande centrale est efficace. Parce qu'elle est émoussée, il va faire de l'hypercapnie et il va oublier d'hyperventiler, donc l'hypercapnie va perdurer dans le temps. Alors, on va aller rapidement. Alors, et on va parler, je pense que je vais terminer avec ça, mais c'est encore long, la REM. Alors, on va terminer avec la leptine. Qu'est-ce que c'est la leptine? Eh bien, c'est très simple. C'est une hormone anorexigène qui est libérée par les adipocytes au moment de la prise alimentaire. Et cette libération, elle est sous le contrôle de ce qu'on appelle le gène HOB, qui s'exprime au niveau de ces adipocytes. Cette leptine, elle passe dans le sang, elle diffuse dans le sang, et puis pour aller faire son action au niveau central, au niveau de l'hypothalamus, elle a besoin de traverser ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Okay, donc, elle passe la barrière hémato-encéphalique, elle va s'articuler au niveau d'un récepteur qui lui est dédié au niveau central, au niveau hypothalamique, et elle va générer quoi? Elle va générer une diminution de la prise alimentaire, une diminution de l'appétit, une augmentation des dépenses énergétiques, notamment du métabolisme lipidique et glucidique, et ça aboutit bien sûr à un sujet svelte, à une maigreur, entre guillemets, quelqu'un. C'est pour cela qu'on est maigre. Malheureusement, ce système est dysfonctionnel dans le syndrome d'obésité hypoventilation. En plus de ça, la leptine est un puissant stimulant de la ventilation. Et vous allez voir que la leptine ne peut plus assurer cette activation de la ventilation. Alors, quand il en est gros, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a beaucoup de graisse, beaucoup d'adipocytes. Donc, forcément, le taux de leptine dans le sang va augmenter crescendo. Alors, si le taux de leptine augmente crescendo, donc le passage à travers la barrière hémato-encéphalique va se faire crescendo, et le cerveau est imprégné de leptine. Donc, forcément, on s'attend à une stimulation de la ventilation, on s'attend à une adaptation de l'excès de production du CO2, donc on va hyperventiler pour faire baisser le CO2, pour s'adapter à l'excès de production de CO2 et pour maintenir la PaE2 dans les normes. C'est ce qui définit l'obèse eucapnique, c'est-à-dire non hypercapnique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez l'obèse qui est hypercapnique, qui a un syndrome d'obésité hypoventilation? Eh bien, il y a un petit souci. Le petit souci, c'est qu'il y a 2 phénomènes. Il y a un obstacle au niveau du passage de la barrière hémato-encéphalique qui fait que lorsqu'on injecte en intrapéritonéal ou en intrapleural de la leptine, on ne corrige pas l'hypercapnie. Mais lorsqu'on injecte la leptine au niveau du cerveau, au niveau des ventricules, eh ben, le malade commence à hyperventiler, à corriger sa PaCO2. Donc, il y a un obstacle au niveau
de la barrière barrière hémato-encéphalique qui contraint la leptine à rester dans le sang et ne pas aller au niveau de l'hypothalamus. Le deuxième problème, bon, j'essaie d'être très de faire rapidement. Alors, s'il n'y a pas de leptine qui passe, eh ben, forcément, il y a un dysfonctionnement du contrôle respiratoire. L'obèse continue à bouffer, à manger, parce qu'il n'y a pas de dépression de l'appétit. Les dépenses énergétiques diminuent et il va grossir de plus en plus. Je termine. Merci de conclure. Je termine. Alors, la dernière trouvaille, c'est celle-ci. C'est une hypothèse, mais qui a été vérifiée. On suppose que l'obèse, de par son obésité, va activer ce qu'on appelle la MMP2, c'est-à-dire une métalloprotéinase matricielle 2, au niveau de l'hypothalamus. Et cette MMP2, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cliver ce qu'on appelle le domaine extracellulaire du récepteur. Donc, elle va couper le récepteur, elle va couper la leptine de son récepteur. Et in fine, ça va altérer la signalisation médiée par la leptine. Et lorsqu'on a supprimé cette MMP2, cette métalloprotéinase matricielle 2, eh ben, on a rétabli l'expression de la signalisation du récepteur à la leptine. Voilà, je pense que, je suis désolé, mais bon, voilà l'image qui montre ce qu'on appelle ce clivage du domaine externe du récepteur à la leptine. Je vais passer juste les images pour qu'ils voient. Alors voilà, les organisateurs t'ont rajouté 5 minutes. C'est bon. Donc, tu as fait une présentation de 25 minutes. Voilà, donc voilà, juste passer les images.